Et il nous a semblé opportun de réfléchir sur la manière d'évaluer un processus organisationnel. D'autant plus que la plupart des systèmes de management que nous rencontrons sont structurés par rapport au processus. Donc la question se pose à un moment donné sur j'ai un processus qui peut être stratégique, critique, et où en est ce processus? Est-ce qu'il y a matière comment dire, à le perfectionner? Est-ce qu'il contribue à la performance globale de l'organisme? Et ceci suppose, je dirais, de s'entendre sur une démarche d'évaluation. Excusez-moi parce qu'il y a un peu de bruit dans la salle. Vous m'entendez bien, Paris, Lyon, c'est clair? Voilà. Donc, par rapport à ça, voilà, très bien. Donc, avant de vous présenter la méthodologie d'évaluation d'un modèle de référence que nous avons conçu, euh, c'est vraiment mieux voilà. Excusez-nous. Voilà, nous avons identifié cinq excellentes raisons pour évaluer un processus. Alors, la première qui apparaît, c'est en fait permettre aux entreprises de concentrer un effort d'amélioration, un effort de progrès sur un processus critique et de déterminer sur ce processus critique quelles sont les améliorations essentielles qui sont à développer. Alors, ça, c'est une question récurrente que l'on a à faire face. La deuxième excellente raison, c'est de permettre à une entreprise, un organisme, de bénéficier d'un regard externe et expert, bien sûr, sur l'approche processus. Parfois, lorsqu'on est à l'intérieur d'un système, on n'a pas forcément le recul et la pertinence et la criticité nécessaires pour pouvoir apprécier, je dirais, le fonctionnement d'un processus et bien sûr distinguer des pistes de progrès. La troisième, elle nous apparaît assez intéressante et même vitale, je pense, c'est de permettre, à travers l'évaluation de processus, de permettre le benchmark de processus, car pas mal d'organismes se posent des questions sur, je dirais, le positionnement de processus comparé à d'autres processus de même nature, de même type. Comment peut-on se comparer et de la comparaison naît le progrès, bien sûr. Donc ça s'applique par exemple à une benchmark sur processus achat, processus développement, production, SAV et bien sûr dans le domaine du service, les processus front office ou back office. Voilà, c'est de permettre ce benchmark qui nous semble intéressant à travers l'évaluation. Également, bien sûr, élever le niveau de performance d'un processus et de viser l'excellence. Sachez qu'au niveau AFNOR, on est très mobilisé sur les démarches d'excellence, puisqu'on représente le modèle européen, le FQM. Et dans le modèle FQM, au cœur de ce modèle-là, le critère 5 qui est central, est basé sur je dirais, la démarche processus, hein, qui sont du fonctionnement, et donc de viser l'excellence à travers l'évaluation. Et puis également, il faut penser aux pilotes de processus et qui parfois sont nommés pilotes qui ont besoin d'intégrer la démarche, ont besoin de s'appuyer sur des repères. Donc l'évaluation aussi de processus doit pouvoir les aider, les sensibiliser et également valoriser, je dirais, un bon pilotage. Hein, ça mérite reconnaissance et respect. Et à ce titre-là, voilà, nous avons identifié cinq bonnes raisons. Il peut y en avoir d'autres. On est demandeur si vous en trouvez d'autres. Hein, on est preneur. Hein, mais ça nous semble les raisons essentielles. Voilà. Donc, nos travaux, effectivement, d'abord ont été orientés sur quel modèle, comment définir une grille d'évaluation et qui doit s'appuyer sur un modèle. Alors, le modèle, je vais vous le présenter. Donc, on appelait ça référentiel. Bon, le sigle, c'est repos, mais c'est loin d'être de tout repos, je vous assure. Voilà, donc le modèle qui a été défini, conçu par l'équipe d'experts, repose sur un ensemble de critères, il y en a 10 exactement, 10 critères, qui sont à explorer les uns après les autres pour évaluer effectivement le niveau d'excellence du processus. Alors je vais vous les citer rapidement. Donc le premier critère qui nous semble indispensable dans le fonctionnement d'un processus, c'est l'alignement stratégique. Un processus dans deux sens. Pardon. Excusez-moi, est-ce que Paris, vous pouvez vous mettre sur mute également? Ça fait beaucoup de Paris et bruit de Lyon. fond. Paris et Lyon. Enfin, je pense que Lyon, vous êtes sur mute, mais peut-être pas Paris. On est sur mute, oui, effectivement, à Lyon. Merci. Et Paris, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Merci beaucoup.
Ok. Donc je reprends. Donc le premier critère, l'alignement stratégique, qui nous semble déterminant. Donc il faut apprécier la façon dont l'alignement stratégique est établi dans un processus. C'est une part importante de l'évaluation. Un processus n'a de sens que s'il contribue à un collectif, c'est-à-dire à l'organisme. Le deuxième critère essentiel, c'est comment ce processus est représenté, comment il prend forme pour le comprendre, l'appréhender et, je dirais, et le mettre en œuvre. Le troisième, c'est les ressources. Tout processus mobilise des ressources, bien sûr les 5M, hein, de la méthode, des compétences, un milieu, de la matière et je dis, hein, qu'importe. Les moyens, bien sûr, des moyens technologiques à prendre en compte et bien sûr l'aspect budgétaire. Le processus consomme des ressources financières, budgétaires. Ça, également, c'est un domaine à évaluer. Quatrième critère essentiel, c'est les risques opportunités. Alors c'est vraiment d'actualité, en particulier avec la révision 2015 de l'ISO 9001 qui met en évidence que le risque opportunité est une dimension importante dans toute démarche. En particulier, d'évaluer la façon dont les risques opportunités sont pris en compte, la robustesse, la résilience du processus. Le cinquième, bon, lui, il coule de source dans tout processus, il interagit avec des parties intéressées, donc voir comment cette interaction est établie. Sixième critère, c'est la gestion des flux. J'ai coutume de dire qu'un processus, c'est quelque part un tuyau qui mobilise des flux d'informations, des flux physiques dans le domaine industriel, voire des flux financiers. Et donc, évaluer comment ces flux sont, je dirais, gérés, optimisés, régulés. La maîtrise, bien sûr, fait l'objet du septième critère, la maîtrise des activités qui constituent ce processus, maîtrise opérationnelle. Les interfaces avec d'autres processus, avec d'autres systèmes. Voilà comment ce processus interagit, d'observer les pratiques en la matière. Et enfin, comment l'amélioration, et je dirais, est établie dans le processus, l'innovation, l'agilité, à quoi la compétitivité et je dirais, est établie dans ce processus. Et enfin, tout processus produit des résultats. La performance est la mesure d'un résultat. Donc, quels sont les résultats produits par ce processus? Donc là, vous avez, de manière assez rapide, les 10 grands critères qui nous a semblé indispensables à prendre en compte dans l'évaluation globale d'un processus. Ensuite, ce que je peux évoquer avec vous, là je vais passer rapidement, c'est que dans chaque critère que je viens d'évoquer, on a recherché quels sont les leviers qui sont à observer, on appelle ça des sous-critères. Je vais en prendre un au hasard, hein, par exemple, qui va prendre la gestion des flux. Hein, mais comment, je dirais, ces flux sont cartographiés, voir les approches en la matière qui sont utilisées, comment les flux sont caractérisés sur le plan de quantité, qualitatif, etc. Comment ces flux sont analysés, optimisés avec des approches du type théorie des contraintes qui font l'objet de Goulet, comment on optimise ces flux, on les rend plus fluides, plus lissés, et comment la performance des flux est réalisée avec des indicateurs de performance de flux, et bien sûr comment ces flux contribuent à la performance globale, parce qu'un flux de processus, bien sûr, il va irriguer d'autres processus, comment tout ça contribue à la performance globale. Vous voyez, donc on s'est attaché pour chacun des 10 domaines à définir 5 sous-critères d'approche et parfois de résultats pour le critère 10, hein, les résultats opérationnels, clients, personnels, sociétaux, parties intéressées, ce qui nous permet d'avoir une enveloppe globale en termes d'approche et de résultats qui vont être vraiment le ciment de notre évaluation. La deuxième phase de nos travaux, ça a été de voir dans tous ces critères comment ils interagissent, comment ils sont interdépendants entre eux. Donc là, nous avons fait appel à des algorithmes qui sont en fait accessibles, qui sont free. Hein, ça a été Micmac, voilà, Micmac, voilà. Et donc à travers cet algorithme, on a par une approche, je dirais consensuelle au niveau des 8 experts, rechercher les interdépendances. Donc là, je vous expose devant vous la matrice d'interdépendance des critères qui vont permettre d'identifier le niveau d'influence des uns par rapport aux autres et également le niveau de dépendance. Donc ça fait l'objet de votes pondérés, un vote 3, c'est-à-dire qu'il y a des liens très forts, 1 et 2, c'est
plus ou moins moyen, zéro, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui n'interagissent pas entre eux. Heureusement, nous avons constaté qu'il n'y a quasiment pas de zéro dans notre étude, sinon ça aurait mis en cause tous nos travaux à l'origine. Voilà, donc de cette matrice, nous avons identifié les critères qui sont beaucoup plus influents, beaucoup plus, je dirais, influents indépendants, et nous avons mis à jour qu'il y a parmi ces 10 critères, 3 qui sont beaucoup plus forts hein, en termes de relations. C'est l'alignement stratégique, leadership et pilotage. Ça, c'est, je dirais, à la limite, c'était une évidence, mais elle a été confirmée par la méthode. Et puis, amélioration et résultats ont fait l'objet, je dirais, également de notations très fortes en termes d'influence, de dépendance, d'interdépendance. Et nous avons mis un coefficient 2 aux critères qui étaient les plus interdépendants. Donc, coefficient 2. D'autres, à un degré moindre, c'est tout ce qui est ressources, parce que quelque part, les ressources, c'est le nerf de la guerre dans le fonctionnement d'un processus. Donc, un coefficient de 1,5. Les autres à 1, et puis un peu plus de moins de dépendance, d'indépendance au niveau de la représentation du processus et concernant l'interaction avec les parties intéressées. Là, nous avons été d'accord pour noter un coefficient de 0,5. Tout ça est établi de telle sorte que le total, si tout est idéal, tout est parfait dans chaque critère, au vu des coefficients affectés, on arrive à une cotation de 1000 points au maximum. Alors pourquoi 1000 points? Parce qu'on est en comparaison avec des modèles d'excellence existants. Le FQM en Europe qui est à 1000 points, aux États-Unis, le Macomb-Ridge qui est à 1000 points, et le Predeming aussi qui est à 1000 points. Ça permet d'avoir, je dirais, un repère, une échelle identique à ces grands modèles d'excellence connus. D'où, là, je représente à nouveau le référentiel avec, je dirais, le maximum de points qu'on peut observer si les approches sont parfaites et si les résultats sont au plus haut niveau. Donc voilà, vous avez la répartition des points affectés aux critères. Et ainsi, ça va nous permettre de mettre en place, je dirais, l'évaluation. Voilà. Alors l'évaluation, elle, repose sur une méthode de scoring. Bon, il y en a des dizaines et des quinzaines de méthodes de scoring qui existent. Celle que nous avons retenue est inspirée de la démarche PDCA, où on va s'attacher, pour chacun des sous-critères que je vous ai rapidement exposés, on va s'attacher à vérifier pour chaque sous-critère la nature des approches pour voir si elles sont fondées, logiques, intégrées. C'est ce qu'on appelle le plan, ce qui peut faire l'objet de, je dirais, ça note, ça compte un quart des points, 25% des possibilités de scoring. Avoir une belle approche sur le papier, c'est parfait, mais encore faut-il l'utiliser à bon escient et au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est le déploiement, le do. C'est le déploiement mis en œuvre systématique. Ensuite, c'est est-ce qu'elles produisent l'efficacité recherchée? Est-ce que le déploiement est aussi élaboré tel qu'on le souhaite? Ça, c'est le check. Et puis enfin, c'est l'apprentissage. Un processus, comme une entreprise, est un processus apprenant qui doit s'inspirer de bonnes pratiques, qui doit se remettre en question, d'où l'intérêt du benchmark. Et donc, on va regarder la capacité à s'améliorer en termes d'apprentissage et d'amélioration continue. Et ça fait les 25 derniers points possibles pour chaque approche en lien avec chaque sous-critère. Les résultats, c'est un peu différent. Nous avons un scoring qui va permettre de noter si les résultats sont vraiment liés aux sous-critères recherchés. Si ce sont des résultats qui sont liés aux clients, encore faut-il que les résultats produits soient en lien avec les clients, segmentés tel que ça doit se produire, grand client, petit client, etc. Est-ce que les tendances sont soutenues? Est-ce que les objectifs, les cibles sont atteints? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Ça aussi, ça fait partie du scoring. Est-ce que les résultats sont liés à des effets connus, c'est-à-dire c'est le principe de causalité? Si on est capable d'expliquer ça, ça dénote une grande maîtrise du processus. Et enfin, est-ce que les résultats sont comparés par rapport à du passé et par rapport à d'autres processus externes? Voilà, vous voyez, tout ça, c'est un mécanisme qu'au niveau AFNOR, on maîtrise très bien parce que ça, c'est déjà intégré dans d'autres, je dirais, systèmes d'évaluation. Et enfin, donc, là, je vous donne un exemple sur un critère. On va passer au peigne fin un critère en allant rechercher dans un processus les pratiques appliquées au regard des sous-critères en termes de cartographie de flux,
Voilà les cinq sous-critères que je vous ai évoqués. Donc, on a déjà un guide d'observation où on cherche à avoir des bonnes pratiques et puis on va noter le scoring que je viens de vous expliquer. Et surtout, ça c'est du quanti, c'est important, c'est le quali, c'est d'observer les bonnes pratiques ou les pratiques qui sont un petit peu perfectibles, de noter ça au fil de l'eau, de telle sorte qu'on puisse avoir, je dirais, une évaluation très riche en observation qui permettra, je dirais, au processus et aux pilotes de prendre en compte ces observations, de rebondir et de mettre en place une feuille de route pour progresser. Voilà. Et pour terminer, bien sûr, prendre de la hauteur dans tout ça, parce que autant c'est analytique, mais il faut que ce soit aussi synthétique. Donc là, je vous donne un exemple de représentation d'une synthèse d'évaluation de processus achat de la société X, qu'importe, hein, où le score total, par exemple, est à 459, donc on voit qu'il y a une marge de progrès. On a le détail du scoring par critère. On confronte chaque scoring critère par rapport au maximum possible. On peut rajouter, là je ne l'ai pas fait, mais on peut rajouter les benchmarks, les best in class, et qui pourraient être des repères, ce qui donne, je dirais, la possibilité aux pilotes et aux acteurs parties prenantes de progresser. Et puis également le quali sous forme de les grands points forts observés, les axes d'amélioration et puis les pratiques repères en termes de benchmark qui sont une valeur ajoutée qui à mon avis est essentielle dans la démarche d'amélioration de processus. Voilà, nous en sommes maintenant quasiment prêts à maintenant mettre en application le dispositif d'évaluation. Là, je vous présente la Dream Team. Hein. Certains dans la salle à Paris vont se reconnaître. Jean-François, j'ai aperçu, Michel, bien sûr, Hugues, je ne sais pas si Hugues est présent, Gérard à Bordeaux, et puis mes collègues AFNOR, Eric Roudex qui est à Nantes, mais je crois que Nantes n'est pas connecté. Patrick Paris, qui est le délégué AFNOR, délégué chargé de l'FQM, et puis Olivier Graffin qui est à Lille. Voilà, donc ça, ce sont le groupe, le team qui a travaillé sur le sujet, qui maintenant va se retrousser les manches pour évaluer les premiers processus en tant que pilote pour tester le dispositif.